le plan numérique de l'école à l'entreprise. Épisode 11, développer sa pensée critique à l'égard du numérique, une autre dimension fort importante, n'est-ce pas, Dani? Effectivement, je pense que c'est vraiment important de bien développer sa pensée critique, de toute façon, à l'égard du numérique, encore plus. Comme d'habitude, je te propose de te présenter la dimension, de donner une petite description de ce que le plan numérique présente dans cette dimension-là. Donc, c'est d'aborder le contenu numérique en faisant preuve de pensée critique de façon à l'évaluer avant de l'utiliser, d'élaborer son jugement à l'égard du numérique, de se baser sur des critères en choisissant nos outils, mais avec ce qu'on consomme comme numérique aussi, de porter un jugement réflexif sur sa propre utilisation du numérique, donc de faire preuve d'autocritique sur nos choix à l'égard d'outils, de ce qu'on lit en ligne et tout, de prendre conscience aux enjeux qui sont liés aux médias, aux avancées scientifiques. On a vu ça dans les dernières années, l'importance de pouvoir user de son esprit critique au niveau de la science et tout, de l'évolution de la technologie aussi et Ouais, je de pense que la l'usage COVID, qu'on en fait. Oui, la comme COVID a fait accélérer le ressortir tout, hein. ça, ouais, exactement. A fait ressortir à quel point c'est une dimension qui est ultra importante. Donc, concrètement, là, des exemples de ce qu'on pourrait parler avec cette dimension-là, les fausses nouvelles, les influenceurs des réseaux sociaux, les trolls qu'on a vus un petit peu trop dans les dernières années, comprendre aussi comment les algorithmes influencent notre vie. Donc, ce qui nous amène après ça à réfléchir. Ça peut être de parler des géants du web, mais ça peut être aussi un paquet de choses liées à l'environnement, l'obsolescence programmée de nos outils. Donc, quand on fait des choix d'utiliser sa pensée critique pour choisir les outils et leur impact environnementaux. Donc, comme tu vois, plusieurs aspects du numérique. On se concentre sur comment utiliser sa pensée critique de ce côté-là et on a une invitée particulièrement intéressante, comme d'habitude, sont toujours intéressants nos invités pour nous jaser de ça. Mais c'est une invitée qui est spécifique dans ce domaine-là, en fait. Donc, Absolument. Camille Lopez, une journaliste en désinformation. Donc, Camille est diplômée de l'Université du Québec à Montréal. C'est une des premières journalistes à avoir fait des fausses nouvelles son cheval de bataille là, pour essayer de démontrer les fausses nouvelles. Camille participe également à plusieurs projets d'éducation aux médias destinés aux jeunes, moins jeunes. Donc, elle est très impliquée dans l'éducation puis dans justement les fausses nouvelles, puis comment l'éducation peut venir aider L'éducation aux les fausses nouvelles. médias aussi, Exact. effectivement, là, comment on gère tout ça. Elle va mentionner plusieurs organismes qu'on va mentionner dans la description de Ouais, on va les mettre à l'épisode. la fin de Absolument. l'épisode. Ouais. Allons l'écouter. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté, Camille, de participer à notre balado, le plan numérique. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter, nous parler de toi, ton parcours? Qui es-tu? Absolument. Ben, premièrement, merci de l'invitation. C'est super le fun. Tu m'as présenté. Je m'appelle Camille. Je suis journaliste indépendante et je me spécialise en désinformation et culture numérique. Donc, on pourrait dire que je suis une journaliste vérificatrice des faits. Donc, je pars à la chasse aux fausses nouvelles et je les dément. Puis je suis à mon compte. En ce moment, mon contrat principal, c'est avec Nouveau Info. Donc, je suis à la télé, je suis sur leur site Internet, je suis en ligne. Mais avant, j'ai écrit pour l'actualité. J'ai parti la rubrique de désinformation, de vérification des faits, le Métroscope au Journal Métro. Donc, ça a commencé autour de 2017. Donc, ça faisait au moins un an que j'étais journaliste généraliste. Puis, j'ai entendu par les branches que Jeff Yates, qui est maintenant décrypteur, partait de Radio-Canada, partait pour Radio-Canada, partait du Journal Métro. Jeff Yates, c'est le premier vérificateur des faits au Québec, puis qui cherchait quelqu'un pour le remplacer. Fait que ça m'a un petit peu tombé dessus. Je suis allée, j'ai passé l'entrevue, j'ai eu la job, puis je suis tombée dans la vérification des faits extrêmement rapidement. J'ai appris sur le tas. Puis quand j'ai commencé en 2017, c'était des fausses nouvelles du genre « Y a-t-il des mosquées gonflables sur une plage en France? Non. Manger 12 000 bananes par jour ne guérira pas votre cancer, etc. » On s'entend que depuis, ça a explosé. C'est rendu un phénomène
extrêmement problématique. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Mais pour mon parcours scolaire, je suis allée à l'UQAM en journalisme. Avant, j'étais allée au Cégep de Bois-de-Boulogne en communication. Puis j'ai fait mon chemin à partir de là. À partir de là. La dimension Mhm. qu'on mentionne aujourd'hui, la dimension de la compétence numérique, du plan numérique en éducation, là, on en a jasé un petit peu avant l'entrevue de cet épisode-ci, c'est développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Mhm. Pourquoi, selon toi, c'est important de développer sa pensée critique à l'égard du numérique? Tu sais, moi, je fais énormément d'éducation aux médias. Je développe beaucoup d'outils d'éducation aux médias. Je vais dans les classes, je parle avec les jeunes, surtout au niveau secondaire. Puis, ce que j'aime dire, c'est, ben, avant de prendre le volant, puis avant d'aller sur l'autoroute, faut que tu passes un permis de conduire. Faut que tu suives des cours, Ouais. puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, puis il faut que tu connaisses comment la base de comment une voiture fonctionne, tu connais. Le code de la Mais sécurité routière et tout, un paquet de exactement, choses à connaître. Ouais. exactement, tu fais attention aux gens autour de toi, mais on se fait un petit peu pitcher les réseaux sociaux. Alors que c'est une dimension de notre quotidien qui est extrêmement importante. On passe des heures sur les réseaux sociaux, comme on passe des heures à la maison ou à l'école, mais on n'apprend pas comment ça fonctionne. Non. Puis on n'apprend pas comment l'Internet fonctionne. Puis c'est sûr que quand on a un esprit critique développé, se faire pitcher dans les réseaux sociaux à 35 ans, quand on a fait des cours de philo au cégep, puis qu'on lit le journal, etc., OK. Mais quand on a 13 ans, qui est l'âge où il est la majorité Il des est réseaux sociaux, légal d'aller sur et Facebook, par exemple. on- Ouais. exactement, ou TikTok, Oui, oui. tu vas voir que Oui. TikTok revient beaucoup en ce moment dans ma job. Notre cerveau n'est pas développé pour comprendre cet environnement-là qui nous entoure. Puis on comprend pas nécessairement comment ça fonctionne. Je pense que l'esprit critique est absolument essentiel pour comprendre ben, les pièges qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Puis je parle pas juste de prédateurs puis de Non, méchants non. qui veulent entrer en contact avec nos enfants, mais juste, encore une fois, des fausses nouvelles, des arnaques, même juste un influenceur qui est en train de te vendre une crème de jour, mais tu sais pas qu'il est en train de te vendre une crème de jour parce qu'il a pas identifié que son contenu, c'était de la publicité. Euh, ou même, moi, j'ai une nièce qui est extrêmement fan de vidéos où des enfants déballent plein Oui. de jouets. Tu sais, à chaque semaine, ils ont des montagnes de jouets. Puis je lui explique souvent que tu sais que ces enfants-là, c'est un petit peu comme un travail pour eux de déballer ces Ouais. jouets-là. C'est pas la réalité. Sont payés par les compagnies ou ils les reçoivent gratuitement par les On compagnies, n'a puis pas leurs parents filmé la font de veille de l'argent. Noël, là, avec le déballage, là. C'est C'est ça. vraiment pensé, organisé et tout, là. Exactement. Donc, tous ces exemples-là pour dire que Internet ne reflète pas la réalité et les interactions qu'on a sur Internet ne sont pas comme les interactions qu'on a dans la vraie vie. Donc, il faut absolument avoir un œil critique sur comment on les utilise. Puis oui, il y a des applications comme Messenger Kids, puis Netflix Kids, etc. Par contre, un enfant de 13 ans qui va sur TikTok, puis on s'entend que moi, j'en connais des enfants en bas de 13 ans qui Effectivement. ont un compte TikTok. Il est plongé dans un univers avec des adultes. Ouais. Même un cégepien qui a un compte TikTok, un cégepien, je sais pas moi, qui est en sciences humaines, puis qui aime écouter des vidéos de chats, etc., ben, ça se peut qu'à un moment donné, on lui suggère une vidéo super violente ou super fausse. Donc, on choisit pas qui on côtoie sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et pour ça, ben, il faut absolument avoir un regard critique, là. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Qui est extrêmement Mhm. important. Puis on parle des jeunes, mais je pense qu'il y a un Absolument. paquet d'adultes qui auraient besoin de développer leur esprit critique aussi, disons. Oui, oui. Selon moi, ça va de pair avec l'éducation aux médias. Tu sais, Oui. c'est vraiment de comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Puis en tout cas, moi, mon opinion, c'est que ça devrait être intégré à l'école, dans des cours, euh, et surtout l'éducation aux médias. Mais bon, je pense que
Je pense que ça l'est de plus en plus. En tout cas, on travaille là-dessus. Exactement. Oui, ben c'est ça, puis c'est pour ça que je suis très contente de participer à ta balado. Comment est-ce que la façon dont on s'informe en tant que citoyen, autant jeune qu'adulte, là, a Mhm. changé avec le numérique? Ouf. Ben, je pense que ça va être la réponse plate que tout le monde sort quand on leur demande ça. C'est juste l'excès de contenu qui nous est proposé. On est On, on, bombardé, hein? on- Ouais. on est bombardé de contenu. Euh, Puis, tu sais, il y a des études qui ont prouvé que beaucoup d'adultes s'informent exclusivement sur Facebook. Donc, ils vont juste cliquer sur les articles qui leur sont suggérés. Maintenant, on voit de plus en plus d'agrégateurs de nouvelles qui vont trier les nouvelles sur le volet pour nous, qui nous intéressent, un peu comme Apple News. Mhm. Apple News, c'est pas ce que vous voyez, c'est pas nécessairement toute l'actualité de la journée. Là. C'est les nouvelles qui, selon le contenu que vous avez visionné dans le passé, Ouais. ben, qui Ont sont été susceptibles de vous sélectionnés plaire. pour nous. Donc, Exactement. ça filtre ce qu'on voit. Ça filtre ce qu'on voit. Puis, le plus grand changement, selon moi, c'est tous les algorithmes de suggestion. Parce que, bon, on le sait, sur Facebook, on voit pas le contenu en ordre chronologique. On voit pas tout ce qui est publié par nos amis, par les pages, par les groupes qu'on suit. On voit ce que l'algorithme pense qui va nous plaire. Ce sur quoi on va cliquer, ce qui va nous faire revenir, ce qui va nous faire passer plus de temps sur la plateforme pour qu'on soit exposé au plus de pubs possible. Donc, on a souvent un portrait qui est, s'il n'est pas déformé, il est très unilatéral, disons. Très Là. manipulé, en tout cas. On Ouais. dirait one-sided en Ouais. anglais, là, de la réalité. Parce que quelqu'un qui milite pour les droits LGBTQ, quelqu'un qui est super pro-environnement, puis qui s'affiche, admettons, je sais pas, pour Québec solidaire, ne verra pas les mêmes nouvelles que quelqu'un qui faisait partie, disons, du convoi des camionneurs, puis qui peut-être a un profil un petit peu plus conservateur, puis qui s'abonne à des groupes, puis à des pages qui pensent comme lui. On va pas leur suggérer les mêmes choses. Puis moi, pour illustrer ça, ce que je dis aux gens, c'est imaginez que la personne A a un fil d'actualité qui ne correspond qu'à ses valeurs. Puis c'est ça qu'on sait, c'est ça en ce moment. Mhm. Ça correspond à ce sur quoi vous allez cliquer, puis rien qui va vous confronter dans vos valeurs, puis rien qui va vous choquer. Puis une personne B a un fil d'actualité qui est complètement différent. Puis ils lisent des nouvelles sur le même sujet, mais qui sont peut-être publiées par des médias qui ont des lignes éditoriales différentes. Imaginez que ces deux personnes-là aient un débat ensemble. Est-ce que leur débat sur une question sur laquelle ils ont lu, en s'informant sur leurs propres réseaux sociaux, en cliquant sur les articles qui ont été choisis pour eux, est-ce que leur débat il est sain? Est-ce qu'ils vont réussir à se convaincre ou à atteindre un juste milieu quand ils ne se fient même pas sur les mêmes informations, sur les mêmes opinions, sur les mêmes bases, dans le fond? Parce que il y a des médias qui, oui, ont des lignes éditoriales, mais qui vont quand même publier de l'information véridique. Mais il y a beaucoup de médias louches qui vont publier des articles ou des nouvelles en faisant ce qu'on appelle du cherry picking. Donc, c'est juste prendre les éléments de l'histoire qui font notre affaire, qui confirment notre idéologie. Admettons, je sais pas, moi, on apprend qu'un immigrant a attaqué une femme sur le trottoir à Montréal. Ben, ils vont publier cette nouvelle-là, mais ils vont probablement enlever du contexte super important. Peut-être que est-ce que la femme l'a provoqué? Est-ce que cet homme-là, c'était finalement pas un immigrant? Ou est-ce que cette personne-là avait... Le ils vont titre enlever va le changer contexte. des fois. Hein? Tu vas voir d'une nouvelle à Oui. l'autre, le titre va être Mhm. complètement autre chose. L'image va être complètement autre chose qui accompagne. Exactement. Ils vont La venir jouer place que là-dessus. l'article, Ouais. la place que l'article va occuper sur la page d'accueil ou sur la une du journal va changer aussi, tu sais. Donc, imaginez deux personnes qui pensent avoir un portrait réaliste de la réalité parce qu'ils disent, ben oui, je m'informe, j'ai des journaux, j'ai des articles, Ouais. mais imaginez débattre ensemble. Ils vont arriver à absolument rien parce que c'est comme si on n'a ils pas lu la s'appuient pas même du tout sur chose le même... du tout, là. Ben, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est ça.
Ça a eu un impact probablement sur le métier de journaliste parce que ça change la donne beaucoup. On se bat beaucoup contre, Mhm. tout ça. Comment ça a eu un impact sur le métier de journaliste? Bon, moi, faut que j'avoue que je suis quand même une jeune, une jeune journaliste de la relève. Donc, moi, quand j'ai commencé en 2016, les réseaux sociaux étaient Était bien déjà présents, là. présent, là. Oui. Ouais. Mais j'ai vu, euh, ce que ça a fait, mettons, dans les années qui ont précédé mon arrivée en journalisme, c'est beaucoup de journalistes qui ont dû apprendre à faire des multitâches. Donc, il y avait plusieurs tâches leur étaient assignées. Avant, quelqu'un qui devait juste faire des reportages, écrire, ben là, il devait filmer pour les réseaux sociaux, il devait tweeter en direct, il devait faire du montage, il devait apprendre à connaître la plateforme, faire de la modération de commentaires, Mhm. etc. Ensuite, il y a beaucoup de journaux qui sont passés au numérique et qui ont décidé d'offrir plus de contenu sur leur plateforme numérique qu'en papier, parce que c'est le fun, parce que là, on peut mettre à jour une nouvelle Oui. constamment. Donc, ça crée un petit peu plus de job, mais on s'en cachera pas, le journalisme ne va pas super bien, donc il n'y a pas nécessairement d'argent pour embaucher plus de monde. Fait que les journalistes ont dû prendre beaucoup plus de Elle a tâches sous leur... multiplié vos tâches, ça a pu finir, là, Exactement. sans nécessairement ajouter plus de monde. Donc, C'est ça. vous Puis, devez être partout tout le temps, là. exactement. Il y a ensuite tout ce qui est le clickbait, les pièges à clics, donc une hausse un petit peu du sensationnalisme ou de Ouais. choisir des articles qui allaient nous faire cliquer parce que ben notre site web, ben il faut qu'il y ait des pages vues, puis il faut qu'il y ait des... Je te dirais que le clickbait, on le voit beaucoup, beaucoup moins que comme en 2016-2017, là, ça a beaucoup changé. Mais moi, ce que j'ai vu, puis ce qui a énormément affecté les journaux, puis je parle des journaux où j'ai travaillé, c'est à quel point on est devenu à la merci un peu de Facebook pour pousser notre contenu à un auditoire. Euh, Parce que justement, tu peux on, pas dire on pousse ça à telle heure, puis là, tout le monde va le voir en même temps. c'est ça. On est loin du téléjournal à 18 h, là. Mhm, Ça va apparaître quand et comment et de quelle façon. Il va y exactement. avoir quoi avant, puis quoi après. Il va y avoir, Fait on n'a pas de contrôle là-dessus, là. exactement. Puis ce que ça a fait, ben c'est que c'est pas tout le contenu qui allait sur Facebook. Il y a du contenu qui restait sur le site. Puis là, le contenu qui allait sur Facebook, c'était du contenu sur lequel on mettait un petit peu plus de, tu sais, sur les gros dossiers ou les contenus qui allaient faire cliquer. Puis là, il y a eu des stratégies pour accrocher du monde, faire venir plus de monde sur la page, plus d'abonnés, etc. Puis, ça marchait quand même très bien. Facebook avait une fonction pour a toujours eu le Facebook Journalism Project là, depuis très longtemps, donc encourage quand même ces initiatives-là, mais ne paye toujours pas les médias, ne donne aucune redevance, ne donne ou très peu de redevances aux médias pour le contenu qu'ils amènent sur Facebook, parce que sans les médias Facebook, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Oui. Mais ce que j'ai vu par rapport à Facebook, puis par rapport au fait qu'on est à la merci, c'est il y a eu un changement d'algorithme en 2016 ou en 2017 ça s'appelait l'algorithme famille et amis. Et Facebook a arrêté de suggérer du contenu De médias. des Ouais. médias, Ouais. a commencé à suggérer du contenu c'est ça, de famille et amis aux abonnés, aux usagers, et ça a été une catastrophe pour énormément de médias. On comprenait pas, fallu réadapter nos stratégies. Il a fallu trouver d'autres moyens d'aller chercher un lectorat. Mais je me rappelle là, le fait qu'on ait, je pense que ça a appris une leçon, ça a enseigné une leçon à beaucoup de monde de, ok, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier, tu peux pas juste te fier à Facebook. Donc, je te dirais que moi, ce qui m'a affecté le plus avec le numérique, ce que j'ai vu, c'est les changements d'algorithme de Facebook. Que c'est Une vraiment plateforme eux qui qui décide, décident, là. Ouais.
Ben, c'est ça. Ils ont le Puis tu peux pouvoir, pas là. toujours leur Ouais. plaire. Donc c'est pas mal ça. Excuse-moi, ma réponse était assez longue. C'est parfait. Ben, ça explique vraiment là, les enjeux, puis ça démontre pourquoi c'est Mhm, important, justement, d'éduquer à cet esprit critique-là, de se dire, mhm, est-ce que je vais aller chercher juste mes informations sur Facebook, justement, puis peut-être diversifier mhm. nos sources pour être sûr qu'on reçoit de Ding, ding, ding. l'information ailleurs aussi, parce que si on reste dans un seul endroit, ben c'est l'algorithme qui décide, c'est pas nous, effectivement. Mhm, On parle mhm, beaucoup de désinformation, là, qui est le sujet chaud depuis, je dirais, depuis un petit bout de temps, mais pire, on dirait depuis quelque temps. Comment Oh est-ce oui. qu'on peut bien préparer les élèves, là, voire même la société, à mieux y faire face? Comment on fait face à cette désinformation-là? Ouf! Hein, OK. grosse Bon, on sait question, pas. hein? Ben, on Non, s'entend c'est qu'on à... n'a pas le temps d'aller vérifier chaque affaire tout le temps, là. Moi, Non. je veux bien, puis je veux bien avoir un esprit critique, mais chaque image qui passe dans mes réseaux Mhm, sociaux, faudrait que j'aille le voir s'il y a quelque chose. Y a-tu des astuces autres que mhm. passer sa vie à chercher de la désinformation comme tu le fais? Et c'est une job à temps plein. Eh oui, j'en doute pas. Euh, Puis on pourrait être 12 de moi, puis on n'en aurait pas assez. On Ouais, n'aurait pas assez de temps. Mais je te dirais qu'à long terme, ça serait de l'éducation aux médias ouais. et à la citoyenneté numérique dans les écoles. Euh, S'il vous plaît. Ça va rendre notre job plus facile dans quelques années. Mais au quotidien, comment on fait pour s'informer? Bon, là, je m'adresse plutôt aux profs, puis même aux jeunes. Ce que je dis souvent aux jeunes, le truc le plus simple que je leur donne, puis ça leur parle, c'est partage pas un article d'une source ou d'un site internet que tu serais pas prêt à mettre dans une bibliographie ou une médiographie dans un projet d'école. Qu'est-ce que ta prof penserait de ce site-là? Est-ce qu'elle dirait comme t'es allé chercher ton info là, mais tu sais, T'es sûr? Ouais. t'es sûr? Fait que deviens pas toi-même une partie du problème en C'est repartageant quelque ça. chose, parce qu'on s'entend que si on arrêtait tous de repartager ces choses-là, il y aurait moins de power, ce monde-là, qui font des Oui, fausses, ouais. effectivement. Mais les trucs les plus simples, c'est premièrement de lire l'article au complet. Ça peut paraître simple, mais on lit pas tout. Même moi, des fois, je Non, le fais, je partage sans avoir lu un article au complet. Je l'avoue. même quand Twitter nous dit: «Êtes-vous sûr? Voudriez-vous le lire avant de repartager?» J'aime bien ces nouvelles Fonctionnalité, ouais. notifications-là. Oui. Donc, c'est ça, lire l'article au complet. Ensuite, est-ce que on reconnaît la source? Est-ce que c'est un média connu, un média fiable? Est-ce que c'est un média qui est établi, qui a gagné des prix? Est-ce que c'est un média qu'on reconnaît? Est-ce que l'auteur du texte est identifié? Mmh. Est-ce qu'il y a une date sur l'article? Ou si l'article n'a pas de date, on part, on sort, on court, on s'en va. Parce qu'un Ah, article qui le n'est pas nombre de daté, fois que je vois passer des avis de recherche de quelqu'un disparu, mhm, puis tu dis: «Ça date de 2018, tu as été retrouvé, ça exactement. fait 2 ans», puis là, tu repartages, ouf! C'est ça, tu sais, l'exemple que je donne, oh mon Dieu, c'était quoi? Là, vu que je suis devant un micro, j'ai oublié. Euh, C'était par rapport à un leader mondial, je pense de l'ONU. Mais, en tout cas, je ne veux pas m'avancer sur un groupe en particulier, mais c'était un leader d'un groupe, d'une coalition X internationale qui avait été accusé de pédophilie. La pédophilie, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux et les théories du complot, c'est un gros sujet là, pour les amateurs de théories du complot. Donc, on va dire exemple fictif, là, je le mets en gras souligné, là, Souligné exemple 3 fois, fictif. oui. Un article, je pense que c'était le journal Le Monde ou un journal super réputé qui disait le leader de l'ONU accusé de pédophilie. Et là, ça a été partagé pendant la COVID-19, ça a été pendant le début de la pandémie, ça a partagé. Mon Dieu, je le savais. Finalement, quand on ouvrait l'article, on voyait que ça datait genre de 1982. Donc, disons, un petit peu désuète, la nouvelle. À Donc, peine. c'est ça. Donc, c'est pour juste dire, les médias sérieux vont toujours mettre une date, même des fois une heure de publication sur Mmh. leurs nouvelles, sur leurs articles.
juste parce que ça change tellement rapidement, puis Ouais. juste parce qu'une nouvelle est bonne en mars 2020, elle sera pas nécessairement la même en mars 2022. On peut prendre l'exemple des masques. Dr Arruda qui disait au début de la pandémie que les masques n'étaient pas recommandés. Et là, quelques mois plus tard, bien sûr, c'était complètement différent. Là. Mais Les si on gens veut continuaient prouver à notre partager ces point, ben on articles-là. reprend le vieil article, mais Exact. sans avoir. Mais c'est ça. Ouais. Exactement. Sinon, on fait attention à tous les titres qui sont en majuscules avec des points d'exclamation, des fautes super sensationnalistes. On fait attention à ça. Puis ça peut toujours aider de regarder l'URL, donc le lien du site. Est-ce que c'est un site qui essaie d'imiter, admettons, le nom d'un média connu? Est-ce que c'est un URL qui est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est vraiment, Des fois, admettons, c'est une petite faute d'orthographe, un ici.radiocanada.ca? petit. Ouais. Exactement. Donc, on fait attention à ça. Donc, je dirais que c'est mes petits trucs faciles et rapides. Mais, pour vrai, ce qu'on peut faire aussi, c'est de chercher la nouvelle sur Google, aller dans l'actualité ou juste sur Google, puis voir est-ce que d'autres médias sérieux en ont parlé. Est-ce que les médias que moi je connais en ont parlé? OK? Admettons, là, je vois une nouvelle qui dit que la Tour Eiffel est tombée, puis elle s'est écroulée sur Paris. Je suis comme, OK, mon Dieu, je connais pas le média. Peut-être que c'est un nouveau média que je vais découvrir, puis Peut-être, que je vais ouais. aimer, mais c'est pas le temps de découvrir des nouveaux médias quand on est pressé puis quand on veut juste savoir si c'est vrai ou faux. Fait qu'on se le garde en tête, puis on ouvre un autre onglet, puis on va sur Google, puis on tape des mots-clés genre Tour Eiffel tombée. Est-ce que les médias que je connais, exemple, TVA, Le Devoir, est-ce qu'ils en ont parlé? Non. Est-ce qu'ils en auraient parlé si ça s'était passé? Fort probablement. Je pense que oui. C'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, quand on ne connaît pas le média qui écrit quelque chose, ça veut pas dire que le média n'est pas fiable, mais là, on est pressé, on est dans le métro, on est on est dans sa pause café, puis on veut juste s'informer. Mais c'est pas le temps de partir à la découverte de nouveaux médias. On peut le garder pour plus tard, mais toujours aller vers les sources qu'on connaît bien. Donc moi, pour les jeunes, qu'est-ce que je leur dis? C'est toujours pour je dis les jeunes, là, comme si, ouais, les jeunes, mais c'est plutôt les ados, les élèves, les Ouais. étudiants. Ce que je leur dis, c'est de se faire un petit bottin de médias et de sources fiables, puis d'y référer, puis au pire d'y ajouter des noms petit à petit, mais de toujours avoir Avoir une base, là. 5-6 médias là, qu'on sait que ça va être fiable. Puis bien sûr, ben, tu en as parlé tantôt, là, le dernier point, c'est de diversifier ses sources, toujours en consulter là, quelques-unes, ne serait-ce que pour la ligne éditoriale qui peut être différente, ou même juste l'angle. En ce moment, on parle énormément de la guerre en Ukraine, ça vient de commencer. Ben, juste parce que Le Devoir a traité le sujet, admettons, en faisant une entrevue avec un réfugié. Ça veut pas dire qu'admettons, le Journal de Montréal a pas traité la nouvelle, mais d'un angle différent, avec, admettons, des entrevues avec des spécialistes puis des politologues. Tu sais, ça peut toujours être le fun de consulter plein de sources différentes, là. En autant qu'on est sûr de la fiabilité de sa source et que YouTube Oui. ne soit pas la seule source d'information Mhm. qu'on en arrière. S'il vous plaît. Oui. Oui, puis ne pas considérer que Facebook est un média. Non. Facebook n'est pas un média, bien sûr, mais des fois, il faut le répéter. Donc, puis, ah oui, puis on en parlait, mais chercher les nouvelles ailleurs que sur Facebook. Cliquez sur les nouvelles qui vous intéressent sur Facebook, ça peut être super le fun, puis pour Ça peut t'amener sur, du temps. par exemple, un article du Devoir. Exactement. Parce que c'est bien si on voit ces sources-là, c'est pas mauvais non plus, mais quand on voit, de peut-être aller faire de la recherche autre Oui. qu'à cet endroit-là, effectivement. Puis, un autre point, si tu me permets, absolument, c'est on connaît l'effet de filtre, le biais de confirmation sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu en as abordé dans un autre on en a épisode. parlé un petit peu, oui. Ben, pour sortir de son biais de confirmation qui est renforcé par les algorithmes, ça peut toujours être intéressant de se forcer à aller vers des médias qu'on apprécie, qui sont sérieux, mais qu'on apprécie peut-être un peu moins, qui ont une ligne éditoriale différente de la nôtre, pas de la nôtre, mais des médias qu'on consulte. Donc, sortir de sa bulle informationnelle, ça peut juste nous
ça peut juste... Nous aider dans notre débat, puis nos Oui, opinions, d'aller lire l'opinion d'autres personnes ou oui, d'autres façons de présenter l'information pour mhm, aider le dialogue finalement. Parce que sinon, exactement. un peu comme tu disais tantôt, tu sais, si on est, je sais pas moi, on parlait de l'environnement là, ben, je ne lis que des choses sur l'environnement, mais je peux aller voir l'autre Mhm, côté de la médaille, puis aller lire des opinions autres pour pouvoir ça va juste me donner mhm. encore plus d'arguments de mon côté, d'aller Oui, m'informer, correctement sur les ça, arguments de l'autre bord, économiques par exemple ou d'autres types d'arguments. absolument. Ça nous permet aussi de se mettre parfois dans les souliers de quelqu'un d'autre. Tu sais, Ouais. c'est juste un exercice cérébral nécessaire, selon moi. Parce que le premier pas pour sortir ou du moins pour vivre avec son biais de confirmation, c'est de réaliser qu'on a un biais de confirmation. Mmh. Puis on en a tous un. Oui. Donc, Des fois, un peu par ouais. choix, là. Il y a comme des fois où on fait du ménage puis qu'on décide qu'on a besoin de quiétude sur nos réseaux sociaux. Mhm. Je sais pas pour toi, mais moi, il y a eu beaucoup de Oui. snooze de 30 jours de certaines personnes. Mais Mhm. c'est important de conserver le dialogue et tout, mais des fois, ça peut devenir lourd. Ben oui, Fait que c'est la balance entre le biais de confirmation et de se protéger aussi dans tout ça, de pas se faire bombarder de l'autre côté, là. C'est pas évident exactement. l'équilibre dans tout ça. Qu'est-ce Mhm. que Ben, je les pense que, enseignants peuvent ouais. faire selon toi, concrètement? Tu sais, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue tu travailles aussi avec des organismes qui font des activités et tout. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire Mhm. concrètement pour ajouter encore plus de pensée critique envers les médias et le numérique? Mais je pense que de ne pas, je le vois souvent avec les profs qui sont comme hésitants à parler ou à aller sur les réseaux sociaux avec les élèves parce que, bon, le temps d'écran, puis les parents voudront pas qu'on aille sur les réseaux sociaux ensemble en classe. Regarde, euh, les élèves vont aller sur les réseaux sociaux une fois Ouais. chez eux, sur l'heure du midi, ils vont y aller. Moi, je pense que de juste être conscient du fait qu'ils sont tous sur TikTok, ils sont tous sur Instagram, de faire des activités, d'essayer d'inclure les réseaux sociaux à certaines activités en classe pour montrer un peu une hygiène numérique, Mhm. tu sais, de dire, admettons, je sais pas, moi, même juste créer une page Instagram pour la classe ou les réseaux, ça se résume à ça. Les réseaux sociaux font partie Ils de sont là de toute nos façon, là. vies. Ouais. Les profs, quand ils retournent à la maison, probablement qu'ils passent du Mhm. temps sur Facebook. Pourquoi ça serait pas la même chose pour les jeunes? Donc, moi, je sais qu'on est réticent à leur donner plus de temps d'écran que ce qu'ils font déjà, que ce qu'ils consomment déjà, mais je pense que d'avoir des exemples sains de comment utiliser les réseaux sociaux en classe, c'est 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 très important parce que on montre l'exemple, on leur On leur montre des puis là façons de faire autrement. Tu sais, par exemple, oui, d'être créatif, de l'utiliser pour des usages plus éducatifs que juste un passe-temps. Parce qu'on craint souvent le temps oui, d'écran, mais il y a différentes qualités de temps d'écran aussi. oh Toi puis oui. moi, on se parle à travers un écran présentement aussi, puis on se voit. Ben moi, je trouve que ça, c'est positif. C'est pas un temps d'écran qui est négatif. Tandis que Mhm, passer des heures et des heures que TikTok te bombarde de vidéos d'une mhm. niaiserie après l'autre, c'est peut-être moins positif. Pourtant, c'est du temps d'écran aussi. Donc, si on leur donne des opportunités d'utiliser ça à bon escient, ça peut être autre chose aussi. Absolument. Puis faut aussi un truc que je donne souvent aux profs, c'est de carrément puis je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'en côtoie parce que bon, je suis en train de travailler sur une formation, par exemple, en ce moment avec l'agence Science Presse sur comment les algorithmes de suggestion fonctionnent. Puis c'est une Mhm. formation à donner aux élèves du secondaire. Puis c'est la même gang qui est créée 30 secondes avant d'y croire. Oui. J'ai créé du matériel aussi pour 30 secondes avant d'y croire. Donc, je parle souvent à des profs, puis je leur dis, arrêtez de parler de Facebook. Ils sont pas là. Ils sont pas sur Facebook. Non. Ils sont pas sur Facebook. Apprenez à connaître TikTok. Je suis sûre que vous allez triper parce que des fois, c'est vraiment le fun. Apprenez à connaître Instagram si vous le connaissez pas. C'est les deux principaux. Euh, Puis peut-être, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, intégrer ça au projet scolaire ou juste si
Si vous pouvez prendre 5 minutes un moment donné pour juste expliquer, ben regarde sur TikTok, des fois tu peux être confronté à du contenu que c'est de la Ouais. désinformation. Des fois tu peux être confronté à de la publicité. Comment est-ce que tu réagis quand tu vois ça? Puis Les ce faire qui marche beaucoup, discuter, effectivement. ben oui, Ouais. ce qui marche beaucoup avec les élèves, c'est quand tu leur dis, ben il y a du monde qui veulent que tu tombes dans le panneau. Pour multiples raisons. La plus grosse raison, c'est pour faire de l'argent. Comment tu te sens qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent sur ton dos en ce moment? Parce que tu as cliqué sur quelque chose, parce que tu as visionné une vidéo. Donc, ça marche beaucoup. De leur dire, c'est pas parce que c'est sur Internet, puis c'est pas parce que le YouTuber, il sourit, puis il fait un concours, puis il fait tirer, je sais pas moi, des cartes Fortnite. Il y a une raison derrière ça. C'est pour faire de l'argent. Puis c'est le fun de supporter, de soutenir un créateur qu'on aime, admettons. Là, je prends l'exemple de YouTube. Mhm. Excuse-moi, je passe un petit peu du coq à l'âne. Mais à qui est-ce que tu veux donner cet argent-là que tu représentes? Mhm. OK? T'es quelqu'un sur Internet, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va visionner des publicités, t'es quelqu'un qui va cliquer sur des choses, ça veut dire que t'es un petit peu, t'es de l'argent, si on Mhm. veut. À qui est-ce que tu veux la donner? Est-ce que tu veux la donner à quelqu'un qui est honnête, puis quelqu'un dont tu apprécies le travail? Ça peut être quelqu'un qui chante sur YouTube, qui fait des covers de chansons, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo sur YouTube, ou est-ce que ça va être une vidéo que tu écoutes, puis que tu sais que c'est de la désinformation, puis que tu sais que c'est un petit peu ridicule, mais que tu l'écoutes pareil parce que c'est drôle, ou... Donc, pense-y à 2 fois. Tu sais, à Mhm. qui est-ce que tu veux soutenir? Puis Ouais. ça, c'est des genres de conversations qu'on peut avoir sans nécessairement aller passer du temps d'écran. On peut en parler sans écran et partir un Absolument. débat, en discuter, donner des mises en situation. Ben Il y a oui. moyen de parler de réseaux sociaux sans être sur les réseaux sociaux. Là, s'il y a Mhm. des profs qui sont plus craintifs de dire hey, je ne vais pas lâcher Oui, mes élèves sur TikTok pendant ma période, mais pourquoi on parle pas d'algorithme? Pourquoi on parle pas de exact. raconte-moi une vidéo ou qu'on part d'un exemple, une vidéo qui t'a dérangé, puis on va en discuter, puis pourquoi elle était dérangeante ou pourquoi tu C'est te une super idée. questionnes. Mais là, t'es pas sur le réseau, tu fais pas de temps d'écran, mais on en Mhm. parle pareil, là. Fait que Oui, puis ça va rester. Ils vont en parler oui, avec leurs parents, puis oui. la prochaine fois qu'ils vont tomber sur une vidéo un peu louche, ils vont y penser. Puis je pense que c'est ça l'important, là. C'est qu'ils comprennent que en tant qu'internaute, ils ont une valeur, Oui, puis que c'est pas juste un clic. Tu effectivement. donnes de l'argent à quelqu'un. Ouais. Mais Je l'ai dit on 3 fois, revient mais à la pensée critique, c'est exactement ça, de comme vous les amener à réfléchir et tout. Donc, ouais, disons qu'on est mieux de les préparer parce qu'ils sont déjà là de toute façon, puis ils baignent déjà c'est ça. là-dedans. Si on n'ouvre pas la porte puis qu'on veut juste fermer tout ça, ils sont laissés à eux-mêmes dans leur Mhm. pensée, justement. Donc, on est peut-être mieux d'ouvrir le dialogue puis de les laisser s'exprimer. Oui, puis de pas, tu sais, de s'intéresser Oui. à, à ce qui les intéresse sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça la clé. Ouais. Ben, moi, je disais souvent, tu sais, ben, moi, ma fille a joué au soccer quand elle était plus jeune. Je connais absolument rien sur le soccer, mais quand ton jeune s'intéresse, tu fais quoi? Ben, tu apprends comment ça marche, tu apprends pourquoi qu'il y a eu une pénalité, puis c'est quoi un carton jaune, puis tu te mets à apprendre ce monde-là parce que tu t'intéresses à ce que ton jeune y fait. Mais c'est la même chose au niveau des jeux vidéo, des réseaux sociaux. Il faut Ben s'y oui. intéresser, même si nous-mêmes, on se pitcherait pas, puis on jouerait pas au soccer ou on ferait pas du TikTok, ben Mhm. c'est dans notre rôle de les accompagner puis de s'y intéresser parce que ils baignent là-dedans, ils sont déjà là. Donc Oui, puis on veut pas non plus qu'ils le fassent en cachette non. parce que ils se sont fait chicaner parce qu'ils étaient sur Ouais. TikTok ou donc je pense que d'être ouvert, de s'intéresser, puis tu sais, je pense qu'on a tous eu la conversation, en tout cas moi je l'ai eu avec mes parents, de attention aux étrangers sur Internet. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, de faire comprendre aux jeunes que, puis même aux adultes, puis n'importe quel étudiant dans le fond, que, regarde, la désinformation, les arnaques, c'est extrêmement problématique sur les réseaux Mmh. sociaux. Sois prudent, essaie de le repérer, puis, tu sais,
have fun, mais fais attention. C'est ça. Puis la porte est Ouais, ouverte s'il arrive quoi que ce soit. Tu as plein d'adultes autour de toi qui peuvent, qui vont tenter de toute façon de trouver des solutions. Puis, absolument. il y a beaucoup de comportements sur les réseaux sociaux qui sont à la base des problématiques humaines que même si on ne connaît pas tous les algorithmes, on peut quand même discuter de tu as reçu un commentaire haineux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que ce soit sur les réseaux Mhm. sociaux ou dans la vraie vie, la façon qu'on va gérer nos émotions est reliée à ça aussi. Donc, on peut quand même guider, même si on n'est pas né là-dedans puis qu'on ne connaît pas tout. Absolument. Mais je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, de jaser avec nous, c'était vraiment apprécié. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors comme on le dit à chaque fois, Dani, une entrevue super intéressante, mais sont toujours intéressantes nos entrevues, je peux pas Ben dire autre oui, ben chose. c'est ça. On Voilà. choisit bien nos invités. Puis encore une fois, quelqu'un qui a un lien avec l'éducation, tu sais, elle travaille en journalisme, mais elle va dans les classes, elle fait de l'éducation aux médias, donc encore quelqu'un qui a un lien avec l'éducation. J'aime Ben, ça comment l'éducation, c'est partout. c'est partout, c'est ça qu'on voit, puis tout le monde s'intéresse à l'éducation, je trouve ça le fun. On a vu aussi beaucoup là, l'importance d'apprendre comment ça fonctionne, les outils qu'on utilise, quelque chose qui revient souvent dans chacune de nos épisodes, à quel point c'est important de comprendre le numérique, D'être curieux. d'être curieux puis de le comprendre. Ouais. Et Camille parlait beaucoup de l'importance de l'éducation aux médias. Moi, je me souviens qu'au secondaire, on faisait de l'éducation aux médias, on lisait des journaux, par Ouais, moi exemple, puis aussi. on nous apprenait à, tu sais, comment les titres étaient accrocheurs, comment c'était Ouais, la structuré, différence entre un éditorial, une chronique, un article, absolument, de pouvoir blablabla. distinguer est-ce que c'est un texte d'opinion ou est-ce que Mm. c'est un reportage, un documentaire ou autre. Mais là, on s'entend que ça a pris une ampleur hallucinante. Donc, j'ai l'impression que ça se fait encore dans les écoles, à ce que je vois ça se fait encore, mais que là, il faut aller une petite coche plus loin. Ben, c'est ça. Je pense pas que c'est mauvais d'encore faire ça, Pas du mais tout. je pense que c'est important de rajouter une couche parce que la consommation des nouvelles se fait à travers, en tout cas, le point de départ, c'est souvent les réseaux sociaux. Absolument. Elle a parlé d'Apple News aussi, Facebook, ainsi de suite. Puis là, ben, après ça, tu peux aller lire un éditorial, mais ta porte Ouais. d'entrée est Fait que ta différente. base est encore là, mais là, il Ouais. faut apprendre comment quand on te propose un article, non seulement être capable de détecter que c'est un éditorial ou c'est de l'information, mais là, on rajoute une couche où est-ce que c'est une fausse nouvelle? Est-ce C'est que ça. les algorithmes ne me proposent qu'un certain type de texte? Puis Ben, me d'essayer propose d'aller typiquement élargir. ce Ouais, que je regarde tout le temps. exact. Fait que comment j'arrive à sortir de ça puis avoir des opinions diverses, ça, c'est intéressant. Donc, c'est une éducation aux médias, une Mmh. éducation aux médias sociaux pour pouvoir après ça utiliser sa pensée critique parce qu'on y revient toujours. Ce qui m'a marqué aussi, c'est cette espèce de combat constant contre les algorithmes que les journalistes, mais et même les usagers, entre toi et moi, qu'on doit avoir. Euh, les C'est difficile de les comprendre parfaitement, les algorithmes, mais d'être Ouais. à l'affût de comment ils nous contrôlent un peu, comment ils nous amènent dans des billets de confirmation, mais la situation du métier de journaliste qui a changé aussi, Ben, elle en d'essayer parlait, hein, aussi. Tu ouais, sais, quand elle a c'est tout parlé un de défi l'algorithme de Facebook qui a changé, là, genre en et boum, tout 2018, à coup. puis là, pouf, il y a plus rien qui fonctionnait dans le journal dans lequel elle était, puis comment qu'elle atteignait ses lecteurs, ça fonctionnait plus du tout. Il a fallu qu'ils Ouais, réinventent un peu leur compréhension de OK, l'algorithme, elle faisait quoi? Fait que ça démontre tout le contrôle que ces plateformes-là ont sur ce qu'on va consommer comme nouvelles. Puis là, tu parlais de biais de confirmation, mais c'est aussi ça. C'est, tu sais, ces plateformes-là vont augmenter notre biais. Là, on parle souvent de chambre d'écho. Là. Donc, mmh tu sais, ils vont comme amplifier tout ce qu'on voit, puis tout ce qu'on lit. Puis, fait que plus on lit dans une direction, ben, plus c'est ce qu'on va voir. Puis là, ben, elle parlait famille, amis, comment ça vient en plus amplifier tout ça. Fait que, il faut ouais. vraiment prendre le temps de comprendre. Puis c'est ça l'aspect de l'esprit critique, là, d'être capable de
C'est un enjeu d'éducation, mais c'est un enjeu de société Ben aussi, là, oui. toute la place que les GAFAM prennent. D'ailleurs, je vous fais une petite suggestion de lecture, un livre qui s'appelle Barbares numériques d'Alain Saunier, qui était journaliste, je crois qu'il était directeur à Radio-Canada aussi, il enseignait à l'université, mais qui fait un peu le portrait de l'impact des GAFAM sur, Mm. toute notre culture, mais nos médias aussi, sur les lois qui devraient être en place pour justement mieux protéger, parce que de s'informer, nos journalistes, c'est la démocratie, c'est ce qui nous permet de nous informer, d'avoir de la bonne information pour prendre des décisions après. Mm. Donc, si on fait pas attention à ça, on s'entend qu'on vient jouer dans des grands enjeux. Donc, on a vu l'importance de commencer dès l'école à éduquer au numérique. Ouais. Elle a parlé de différentes façons d'outiller les enseignants que je veux mentionner. Elle a Ouais. mentionné Agence Science Presse, on va mettre le lien dans la description de l'épisode, et 30 secondes avant d'y croire, qui sont des organismes auxquels les enseignants peuvent faire appel pour parler avec les jeunes là, d'éducation aux médias et tout. Donc, très important. Je crois que c'est une dimension on le dit, toi puis moi, souvent, ils devraient tous être au centre. Ils sont Ben comme c'est toutes ça, tu sais. importantes, mais celle-là est particulièrement importante à mes Ben yeux. ouais, puis tu sais, on a eu le débat, là, laquelle devrait être au centre, comme tu dis, mais Oui. tu sais, bon, elle pourrait l'être elle aussi, là. Si t'as pas d'esprit critique dans le numérique, ben tout le reste sert à rien parce que Oui, tu vas te faire influencer par tout le reste. Donc, absolument. pour notre prochain épisode, la semaine prochaine ou Oui. l'autre semaine, dans 2 semaines, en tout cas, le prochain, ça va être innover, faire preuve de créativité avec le numérique. Je rencontre Daniel Espinoza, un ancien employé à moi, mais quelqu'un qui est vraiment inspirant puis qui a amené l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là encore plus loin dans notre innovation. Fait que ça va être super intéressant. Comme on l'a dit au début de celle-là, tous nos invités sont vraiment intéressants. Absolument. J'ai hâte d'écouter ça. Mm.